Nouveau journal sur Eden TV, bonsoir à tous. Voici les titres de cette édition. Sous les feux de l'actualité, les grandes résolutions du Conseil des chefs d'État de l'UEMOA qui a eu lieu ce lundi à Abidjan. Les dirigeants des 8 pays de cette zone économique s'accordent à lutter contre le terrorisme dans leur sous-région et mener des actions urgentes en faveur du développement. Stella Nyanzi, objet d'inculpation depuis ce lundi en Ouganda, l'activiste des droits de l'homme et universitaire ougandaise est inculpée pour harcèlement et outrage envers le chef de l'État Museveni, décision d'un tribunal de Kampala. Les USA, à nouveau touchés par une fusillade meurtrière, le drame œuvre d'un homme cinquantenaire s'est déroulé dans une école de San Bernardino et a engendré la mort de plusieurs personnes. Il y avait manifestation sociale ce lundi au ministère du Travail, de la Fonction publique et des Affaires sociales. Elle a pris, je vous le disais hier, la forme d'un sit-in tenu par des agents de ce département ministériel. Ils exprimaient, vous allez l'entendre, leur mécontentement contre le gouvernement pour les avoir privés de la jouissance de certains acquis sociaux. Freyou Serran et Denis Maroya. Une fronde sociale tôt ce lundi 10 avril 2017 au ministère du Travail, de la Fonction publique et des Affaires sociales. C'est par ce sit-in que les travailleurs de ce ministère, réunis au sein de plusieurs syndicats, ont exprimé leur mécontentement à l'endroit du gouvernement. Ugakpo, secrétaire général du syndicat autonome des travailleurs du ministère du Travail, donne ici les raisons de leur colère. Aujourd'hui, on nous a tout coupé. Tout ce que nous avons, tout a été suspendu, annulé, les primes et indemnités des commissions et autres, tout ça. Nous nous sommes tus. Et nous avons gardé notre mal en patience pour voir jusqu'où irait ce gouvernement-là. Nos primes trimestrielles que nous devons percevoir jusqu'à l'heure où je vous parle, nous sommes déjà à terme échu au 31 mars dernier. On nous a demandé nos RIB. Nous avions fourni les RIB parce que désormais les primes seront virées dans les banques. Mais jusqu'à aujourd'hui, le personnel n'a pas eu ses primes. En dehors de ça, qu'ils vous souviennent qu'au moment où le gouvernement s'était installé, on avait demandé que tous les tickets valeurs soient retirés aux agents, quitte à ce qu'on leur remplace cela. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas eu le retour de ces tickets valeurs qu'on nous a retirés. En dehors de ça, tous les agents de l'État aujourd'hui, depuis 2011, il y a un reliquat de 5% qu'on nous doit sur l'indice des salaires. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas payé. Fort de tout ça, et vu les conditions de travail des agents aujourd'hui, nous nous sommes dit, trop, c'est trop, ça suffit. Et quand on n'arrête pas, c'est que nous risquons de nous voir, c'est-à-dire complètement exterminés. Ces travailleurs ont aussi des griefs contre la Caisse nationale de la sécurité sociale, CNSS, Ugakpo explique. Et la suspension de la note de service prise par la CNSS pour demander de ne plus payer les prestations familiales, les allocations familiales aux agents contractuels de l'État. Autant de raisons qui justifient ce mouvement et les manifestants n'entendent pas s'en arrêter là. Oui, après ce sit-in, nous allons accorder un moratoire, c'est-à-dire aux autorités, un moratoire de 2 semaines aux autorités. Après ce moratoire, lorsque aucune avancée n'est constatée dans la résolution des problèmes, nous irons en Assemblée générale et l'Assemblée générale souveraine décidera, c'est-à-dire de ce qui se passera. Comme quoi, ce sit-in tient lieu d'un avertissement au gouvernement. Autre actualité dont je vous parlais ce lundi, l'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale, activité parlementaire, vous le savez, marquée par les discours du président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso et du Bénin. Celui du Béninois, Adrien Ngbeji, a mis l'accent sur le dernier événement en date relatif à la vie parlementaire, le rejet du projet de révision de la Constitution. Intervenu dans une atmosphère qu'il a comparée à un appel au lynchage, il a félicité ses collègues pour leur conduite au cours de ce vote et appelé à poursuivre l'œuvre d'accompagnement du programme d'action du gouvernement et du contrôle de l'action gouvernementale. Et de ce discours, on en parle encore. Certains participants à l'ouverture de la première session ordinaire du Parlement qui l'ont entendu n'ont pas hésité à exprimer leur fierté de l'avoir suivi, fierté suscitée également par l'importance des messages qu'il véhiculait. On les écoute, propos recueillis par Ahmed Didier Humpenoudi et Romaric Deoshi. Grande fierté lorsque l'on a reçu un discours d'une aussi grande qualité de la part du président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, lorsque l'on a entendu le président de l'Assemblée nationale retracer, exposer l'exacte réalité de la démocratie béninoise.
Je retiens une chose, c'est que nous avons sans doute perdu une occasion de revoir fondamentalement notre constitution. Je retiens une deuxième chose, c'est que l'Assemblée nationale a affirmé son indépendance en s'extrayant, je crois, de toutes les pressions possibles et rendu une décision en toute conscience, en toute connaissance. Et je retiens une troisième chose, c'est que l'Assemblée nationale contribuera de manière forte à l'exécution, à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Je pense. Et autre chose, la seule chose que donne satisfaction, c'est la haute compréhension de réalité du pays que le président de l'Assemblée a voulu marquer. Donc dans ces conditions, il n'y a pas grand-chose à ajouter que de marquer une satisfaction qui est réelle de voir que l'Assemblée a pris conscience des objectifs. L'Assemblée a pris conscience des défis. Il a toujours conscience, l'Assemblée a toujours conscience. Mais on sent une volonté d'accompagner le gouvernement. Et moi, en tant que membre de l'exécutif, je ne peux que marquer ma satisfaction. C'est une fierté. C'est une fierté. Le président du Burkina Faso a, avec des mots bien précis, dit tout le bien qu'il pense de notre démocratie. J'ai eu l'occasion d'accompagner le président Adrien Oumbédi à Ouaga. Et nous savons tous la densité de l'homme en matière de culture et en matière de connaissances politiques. Je pense que c'est tout le peuple béninois qui est en l'honneur. Et il nous appartient aujourd'hui d'aller au-delà, n'est-ce pas, de cette appréciation que nous avons, n'est-ce pas, de ce qui nous rend visite, que nous puissions faire en sorte que notre démocratie, comme il a souhaité, que ce soit une démocratie qui mette la population à l'abri du besoin. On ouvre maintenant notre dossier relatif au bilan des 12 premiers mois de la gouvernance du président Talon à la tête du Bénin. Vous le savez, le 6 avril dernier, Patrice Talon achevait sa première année de gestion du pouvoir d'État au Bénin. Après le bilan politique, le bilan social, place au bilan sportif, même si Laurent Tonné-Ikès se défend de l'avoir réalisé. Élu pour un mandat de 5 ans, Patrice Talon vient de boucler les 12 premiers mois de gestion à la tête du Bénin. Même s'il est trop tôt de faire un bilan, il convient toutefois de faire le point des actions entreprises sur le plan sportif. À son arrivée, beaucoup de fédérations étaient en crise et principalement la Fédération béninoise de football. Après une élection très contestée de Anjorin Moucharafou en juin 2016, Patrice Talon réussira à installer plus tard, le 23 décembre 2016, un comité consensuel transitoire qui devra travailler pendant 18 mois afin que la crise soit définitivement jugulée. Mais en dehors de cette action de règlement de crise, n'y a-t-il pas d'autres actions? Mémo Couton, journaliste sportif, pense que rien n'a été fait. C'est un bilan mi-figue, mi-raisin, je peux le dire. Quelque chose n'a pas bougé en tant que tel, rien de tangible, on va le dire. Il n'y a pas d'avancée. Je vais peut-être dire qu'ils ont pris un an pour faire l'état des lieux. Un an pour faire l'état des lieux. Et j'espère que c'est la deuxième année qui va constituer l'année. Pérez Lecotan, quant à lui, n'est pas du même avis. Il pense que le gouvernement du président a bien eu des mérites avec des actions courageuses du ministre Oswald Omeki. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers des réformes engagées par le ministre des Sports. Aujourd'hui, quand vous êtes une fédération sportive frappée d'une crise, automatiquement, vous n'êtes plus sur la liste du ministère des Sports. Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez plus bénéficier de la subvention du ministère des Sports. Avant, cela ne se faisait pas. On voit des fédérations dont les mandats sont terminés depuis des années, mais les présidents sont là et font de la pagaille. Aujourd'hui, cette pagaille est terminée. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait? Le ministre des Sports a pris le ferme engagement de tout faire pour que déjà le premier trimestre de l'année, les subventions puissent rentrer en possession des sous. Ce travail est en cours et je suis sûr que d'ici la fin de ce mois, les fédérations seront en possession des sous. L'autre aussi, c'est la récompense des athlètes. Le ministère des Sports dit aujourd'hui, si les athlètes se font bien voir au niveau des compétitions régionales, internationales, africaines et mondiales, nous allons les primer. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous avons eu droit la dernière fois à la première édition du Gala des talents. C'est pour vous dire que beaucoup de choses, les réformes ont été lancées, mais c'est au fur et à mesure
au fil du temps que nous allons véritablement voir le concret des choses. Le gouvernement est tout de même attendu sur d'autres chantiers pour faire évoluer le sport béninois et à ce niveau, il faudra aller vite pour le bonheur de nos sportifs. Ils vont réorganiser et beaucoup plus courir pour le financement du sport. Cette loi qui était déposée à l'Assemblée depuis Galiou Soglo et puis il y a eu tout ce que vous savez, les gens ne veulent pas que la loi porte le nom de Galiou Soglo. Le gouvernement doit tout faire aujourd'hui pour que le financement du sport soit chose effective. Parce que nous avons quand même des sociétés dans ce pays, dans les pays qui sont à côté, il y a des sociétés. Quand vous êtes des sociétés étrangères, vous devez participer au développement du sport à la jeunesse, ce qui n'est pas le cas. Le financement du sport, ça constitue un gros problème aujourd'hui. Donc c'est un terrain, un chantier très vaste pour Oswald Omeki. Et je sais qu'il est prétentieux, je sais qu'il est très ambitieux, il veut faire beaucoup de choses. À tout ceci s'ajouteront les nombreuses réalisations prévues dans le programme d'action du gouvernement. Et là, les Béninois et principalement les acteurs sportifs attendent que l'acte soit joint à la parole. Cela ne vous aura pas échappé, le chef de l'État a accordé un entretien télévisé à plusieurs chaînes béninoises. Il a été diffusé ce samedi sur la télévision nationale, par exemple. Durant cet entretien, confronté à la question relative à son éventuelle candidature à la présidentielle 2021, Patrice Talon n'a répondu ni par l'affirmative, ni par la négative. Il a dit qu'il va aviser. Il n'en fallait pas plus pour que chaque Béninois se fasse son idée sur le sujet. Nous avons interrogé quelques-uns à Porte-Nouveau. Écoutez, c'est la voix du peuple. On ne change pas les règles du jeu en cours du jeu. Vous voyez aujourd'hui, et notre texte a dit quoi? Si la constitution est changée, si notre constitution est changée, c'est-à-dire si le peuple acceptait à la révision de cette constitution, moi je ne voyais pas que notre président serait encore candidat. Mais le projet de la révision est rejeté par les députés, par le peuple, je vais dire. Donc, ça veut dire que le problème du mandat unique n'existe plus. Donc, il peut être candidat. Donc, s'il dit aujourd'hui qu'il est candidat, mais c'est normal. Et que laisser d'abord le peuple juger en son temps. Il va vraiment tromper parce qu'il avait dit en campagne qu'il fera un seul mandat. Mais grande a été ma surprise. Peu importe la situation, il ne peut jamais changer de veste. Et nous dit qui serait encore candidat. Non, alors là, nous sommes là, le peuple est là pour juger. Lors de campagne, quand Kérékou et Soglo étaient au pouvoir, il avait changé, et la chanson de campagne, c'était dit, Aïnizonu Mimodo pardon. Mais c'est ça ce que tu fais aujourd'hui. A voulu réviser cette constitution et faire un mandat unique et en faire de sorte qu'il y ait un mandat unique de 6 ans. Ce que le peuple a refusé, ce que l'Assemblée a refusé. Donc c'est-à-dire que si Talon revenait en 2021 pour se représenter, moi je ne serais pas étonné. Puisque en son temps, vous avez refusé que cette constitution soit retouchée. Donc il va faire comme tous les présidents. On a toujours dit que 5 ans ne peut pas suffire, surtout avec les réformes engagées. Quand je prends même le PAG, moi je sais que le PAG, on ne peut pas le finir en 5 ans. Lui voulait un seul mandat. Et il propose que tout le monde soit faire le même mandat que lui. Maintenant qu'on a rejeté le projet, mais notre constitution lui permet de faire les 10 ans. S'il fait bien et que les Béninois l'apprécient, il peut encore briguer notre mandat. Ça, il n'a pas violé notre constitution. La situation actuelle, est-ce que vous pensez que ça peut rester comme ça jusqu'à la fin de son mandat? Non, ça ne peut pas rester comme ça jusqu'à les 5 ans. Parce que les Béninois parlent aujourd'hui qu'ils ont fait. Et le président même sait que le peuple a fait. Mais il va s'arranger pour que les Béninois mangent bien. C'est ça que les Béninois veulent, non? Il n'y a pas de problème. Vous avez plutôt entendu les habitants d'Abomey-Calavi, donc les habitants du département de l'Atlantique sur le sujet. Vous entendrez ceux de Porte-Nouveau dans les prochaines heures. Patrice Talon est également sous les feux de l'actualité internationale. Le président béninois participait ce lundi à un conseil extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA
Union économique et monétaire ouest-africaine à Abidjan, où a eu lieu cette rencontre. Ces dirigeants ont pris des résolutions dans le sens de la lutte contre le terrorisme dans leur sous-région. Ils ont aussi décidé de mener des actions urgentes en faveur du développement. La croissance économique de la région UEMOA a été aussi évoquée et cette croissance devrait demeurer forte en 2017. C'est ce que pensent les chefs d'État dont on écoute un porte-parole. Avec un taux de croissance économique de 2,8% en 2016, l'UEMOA affiche un taux de 4 fois supérieur à la moyenne de l'Afrique subsaharienne, car ce taux pour l'Afrique était seulement de 1,6%. Selon les premières indications, comme il le disait tout à l'heure, les perspectives économiques pour l'année 2017 sont également favorables, malgré toutes les contraintes que nous vivons au quotidien. Ajoutons quelques mots, les dirigeants de l'UEMOA ont aussi désigné le nouveau président de la commission de l'organisation. Ils ont porté leur choix sur Abdallah Boureima, c'est un Nigérien et il va remplacer le Sénégalais Cheikh Hadjibou Soumaré. En Ouganda, Stella Nyanzi a été inculpée ce lundi par un tribunal de Kampala pour harcèlement et outrage envers le président Museveni. Stella Nyanzi est une activiste des droits de l'homme et universitaire de son pays. Aux États-Unis d'Amérique, il y a eu fusillade ces dernières heures. Elle s'est déroulée dans une école de San Bernardino et a fait plusieurs morts. Une fusillade lundi a fait 3 morts, dont potentiellement le tireur, et un blessé dans une salle d'école primaire à San Bernardino, près de Los Angeles. La fusillade, qui semble liée à une querelle domestique, s'est produite dans une ville encore endeuillée par ce qui était fin 2015, le pire attentat aux États-Unis depuis le 11 septembre. Les autorités pensent qu'il s'agit d'une tentative de meurtre suivie par une tentative de suicide, selon le compte Twitter du chef de police local Jarrod Bogen. La police a ensuite annoncé que 2 adultes ont été tués dans la fusillade, dont probablement une enseignante. Les 2 autres victimes sont probablement des enfants qui ont été hospitalisés, précise la police, portant à 4 le total des victimes de la fusillade survenue à l'école primaire 9 Pâques vers 10h30 local, 17h30 GMT. Les autres élèves ont été emmenés dans un lycée non loin de là. Les professeurs et parents d'élèves de l'école North Park se disent choqués de voir cet événement terrifiant arriver dans un quartier tranquille. Well, the kids range from 5 to 12 years old. It's a very nice school, very family oriented. Like, we're in a very nice area. Les enfants ont entre 5 et 12 ans. C'est une super école. Très familial. Nous sommes dans un quartier tranquille, personne n'aurait pu penser que cela arriverait. Alors, quand j'ai appris, je n'y avais pas cru. C'est désolant. L'enseignante était géniale. One of my friends, she works right here during the day, and I was like, "Are you okay?" And she's... Mon fils et mon neveu sont à l'école ici. Alors, quand on m'a appelé pour me dire qu'il y a un tireur, j'ai déboulé ici. J'ai vu la police et j'ai vraiment paniqué parce que je ne savais pas ce qui se passait. Les parents pleuraient, disaient qu'il y avait une fusillade. Je ne sais pas. C'est tout. C'est arrivé dans une salle de classe toute proche de celle de mon fils. C'était une enseignante de CM. L'événement a réveillé les souvenirs de l'attentat d'inspiration islamiste dont San Bernardino a été le théâtre le 2 décembre 2015. L'opposition du Venezuela était dans les rues encore ce lundi. Elle manifeste contre les récentes décisions du pouvoir Maduro qui a réagi depuis Cuba où il se trouvait. Pour la 5e fois depuis début avril, l'opposition au président socialiste Nicolás Maduro manifestait lundi à Caracas et une fois de plus, les mobilisations ont viré à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Nous étions calmement en chemin vers l'autoroute et avant même d'y être arrivés, ils ont commencé à nous attaquer avec des gaz. La garde nationale a attaqué alors que nous marchions pacifiquement. Main levée, sans lancer de pierre ni rien d'autre. Puis, sans nous laisser une seconde pour réagir, ils nous ont aspergé de gaz. Les antichavistes sont très remontés après la sanction infligée vendredi à l'un de leurs leaders, Enrique Capriles, principal rival de Nicolás Maduro, qu'il avait battu de peu lors de la présidentielle de 2013, déclaré inéligible pour 15 ans.
La situation s'était déjà enflammée ces derniers jours quand la Cour suprême, réputée proche du président Maduro, s'était brièvement arrogé les pouvoirs du Parlement, déclenchant un tollé diplomatique qui l'a poussé à faire machine arrière 48 heures plus tard. Depuis Cuba, où il est allé chercher du soutien, le président vénézuélien a réagi. Nicolás Maduro a déclaré que son gouvernement faisait face à une tentative de coup d'État par la droite oligarchique. Nous faisons face à un coup d'État au Venezuela et nous sommes en train de le défaire, c'est évident. Mais la droite oligarchique subordonnée aux intérêts des États-Unis essaye de le faire. Le Venezuela ne se laissera pas faire. Le Venezuela va suivre le cours d'une révolution fondée par un géant Hugo Chavez et qui se poursuivra malgré les menaces et les agressions. L'opposition a annoncé que la prochaine mobilisation aura lieu le 19 avril. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, et sur notre site internet benineden.tv.